Voici l'Algérie, une nation de 10 millions d'habitants où après 7 ans de sang versé et de lutte, l'homme est parvenu à satisfaire ce désir éternel, être libre. Où la joie et les fêtes de l'indépendance viennent couronner l'histoire de la lutte écrite avec le sang des martyrs. La guerre est terminée. La paix vient tout juste de commencer. La paix et l'indépendance. C'est un instant historique, un instant qui confère à l'Algérie une gloire nouvelle, une identité nouvelle et l'égalité au sein de la communauté mondiale des nations. L'admission de l'Algérie aux Nations Unies est officiellement reconnue. Le secrétaire général outante, le président Sékou Touré de Guinée et Zafroullah Khan, président de l'Assemblée générale des Nations Unies, félicitent le Premier ministre Ahmed Ben Bella. Et tandis que les couleurs vert, blanc et rouge du peuple algérien se déploient au milieu des drapeaux des autres pays indépendants, les Algériens, victimes de la guerre à l'honneur, partagent cette distinction insigne avec leur Premier ministre. Là encore, à l'Organisation des Nations Unies, où les hommes dédiés de tous les pays orientent leurs efforts vers le règlement pacifique des problèmes mondiaux, l'Assemblée générale tout entière, debout, accueille l'Algérie, le nouvel État membre. Sa délégation installée, l'Algérie devient membre de la Communauté mondiale des nations. Elle est aussi membre de la Communauté africaine des nations. Aujourd'hui, le flambeau de la liberté en Afrique brille d'une lueur plus éclatante. Il éclaire l'Algérie depuis le vaste Sahara et les défilés montagneux, jusqu'à la mer Méditerranée, jusqu'à El Jazaïr, la capitale. Bâti à flanc de colline, c'est aussi l'un des ports de mer les plus beaux du monde. Sa rade naturelle partage les 960 km du littoral majestueux de l'Algérie. Le port et le marché de cette ville affairée accueillent marchands et commerçants des pays méditerranéens et du reste du monde. Cette ville pittoresque abrite près d'1 million d'Algériens. Comme d'autres villes en Afrique, elle traverse une période de transformation rapide. Ses habitants ont conscience d'un important héritage culturel. La grande mosquée de Jamas al-Kabir, avec son impressionnant minaret, est l'un des premiers triomphes architecturaux arabes. Les produits de l'art et de l'artisanat algérien, vêtements de brocart, tapis, métal ouvré, bijouterie, sont conservés et présentés avec fierté dans ce musée national. L'héritage du passé est impressionnant. Quant au présent, il lui faut maintenant former les talents nécessaires au développement de la nouvelle République. Les terres fertiles qui bordent la côte méditerranéenne jusque dans l'ouest algérien produisent fruits et légumes pour les marchés d'Ouiran, capitale économique et seconde ville du pays. Avec ses installations portuaires modernes, Ouiran est un centre d'expédition important. Comme le reste de l'Algérie, Ouiran traverse une période de transition. Des changements sont en train de s'effectuer. Et les drapeaux de l'Algérie nouvelle flottent aux fenêtres et sur les toits de la ville. Faisant contraste avec les terres fertiles de l'ouest algérien, les montagnes de la Grande Kabylie s'élèvent à l'est d'El Jazaïr. Ici, le terrain accidenté, avec ses sommets couverts de neige et ses chaînes montagneuses, fournit à peine de quoi vivre aux bergers robustes et aux planteurs d'oliviers. C'est dans la paix qu'aujourd'hui ils s'occupent de leurs troupeaux et rentrent leurs cueillettes.
Déjà, l'Algérie établit des plans en vue d'améliorer l'avenir des habitants de ces régions en leur enseignant de nouveaux métiers et en développant la terre au moyen de procédés modernes, reboisement et construction de barrages, dont l'eau servira à irriguer les terres et à produire l'énergie électrique nécessaire à l'industrie des villes en plein essor. Tout près, là où la montagne rencontre la mer, s'élève la ville de Annaba. À l'origine un port de pêche, Annaba est aujourd'hui une ville importante. Annaba possède un port industriel dont l'équipement moderne permet de charger et de décharger avec rapidité les cargos du monde entier. Le phosphate, le zinc, le minerai de fer, le plomb et le cuivre, extraits des mines dans la montagne, sont importants pour l'économie du pays et pour intensifier le développement industriel. Place se dresse l'ancienne ville fortifiée de Constantina. Pendant des siècles, elle a été un centre commercial important. Durant les 7 dernières années, Constantina a été une place forte du mouvement de résistance et presque constamment le théâtre d'opérations de guérilla. Les pertes ont été lourdes. Peu de familles ont été épargnées. C'est pour cela qu'on l'appelle Constantina, la ville des martyrs. Non loin de Constantina, les défilés montagneux cèdent la place à de hauts plateaux et à des régions productrices de céréales et de blé. Capable en temps normal de nourrir environ la moitié de la population totale, la région a été dévastée par la guerre. Les terres sont retournées à l'abandon. Mais avec l'application de méthodes agricoles modernes et l'utilisation d'un équipement approprié, la production peut s'accroître considérablement et de nouvelles terres peuvent être mises en valeur. Une grande partie du territoire de l'Algérie est désertique. Dans le vaste Sahara, des villages bordés de palmiers font pousser et récoltent des dattes et des figues succulentes. Mais aujourd'hui, le désert donne de nouvelles récoltes, le pétrole et le gaz naturel. Acheminés à travers le désert au moyen de pipelines, ces ressources fournissent une solide base économique à l'industrialisation et au développement de l'Algérie. Mais l'économie s'appuie aussi sur d'autres exportations sources d'argent. Exportation de fruits divers et de légumes, par exemple des tomates, des citrons et des figues mûries sous le chaud soleil méditerranéen. Les Algériens se sont mis au travail, décidés à relever l'économie du pays détruite par la guerre. Outre la remise en état des fermes, les plans d'avenir prévoient le développement de l'industrie et la création d'emplois nouveaux. L'établissement de nouvelles écoles. L'amélioration des conditions sanitaires et la construction de maisons. Pour les Algériens, l'indépendance s'accompagne d'un espoir nouveau pour l'avenir et de la possibilité d'améliorer leur existence quotidienne. En juillet 1962, un référendum était annoncé sur l'ensemble du territoire. Le référendum ne posait qu'une seule question. Approuvez-vous l'indépendance de l'Algérie et la coopération avec la France? La réponse qui allait être donnée au scrutin était évidente. Rapidement, dans tout le pays, les Algériens se sont exprimés avec des slogans et des drapeaux. Là où il n'y avait pas de drapeau de l'Algérie nouvelle, on en cousait un sur place. On sentait partout un air de fête. Mais sous cette gaieté de surface, on avait conscience de la solennité de cet événement. Le moment était venu de prendre part au référendum. Longtemps avant l'aube, les gens faisaient déjà la queue pour voter. Chaque Algérien avait conscience de toute l'importance de son vote. Le choix, l'indépendance. Simplement oui ou non. Selon le choix librement exprimé des habitants,
l'Algérie accède à l'indépendance complète et devient un État souverain. D'El Jazaïr à Tougourt, d'Ouiran à Annaba, des sables du désert aux montagnes de la Grande Kabylie, aujourd'hui, une nation célèbre son indépendance. Gloire et honneur à nos martyrs Shohada. Un peu plus tard, l'Assemblée nationale algérienne se rassemble pour la première fois dans l'enceinte du Palais Carnot à El Jazaïr. Sous les regards de la foule, les députés et autres personnalités arrivent pour prendre part à la première session. Par acclamation, M. Ferhat Abbas est élu président de l'Assemblée nationale. Mais la question la plus importante à l'ordre du jour est l'élection du Premier ministre. L'un des candidats favoris est Ahmed Ben Bella, membre du premier groupe de résistance. En compagnie des autres membres de l'Assemblée, il dépose son bulletin dans l'urne. La foule, rassemblée à l'extérieur du palais, apprend bientôt que Ben Bella est devenu le premier président du Conseil de la République algérienne. L'énergie, la bravoure et la dévotion à la cause nationale qui ont servi à forger la victoire vont préserver maintenant l'idéal de la révolution. De manière à faire face aux problèmes les plus urgents qui confrontaient l'Algérie, des nations amies et des organisations d'aide internationale ont offert leur assistance. Par voie aérienne, des médicaments sont acheminés pour répondre aux besoins médicaux. Donnés par de nombreux pays pour les hôpitaux et les cliniques en Algérie, ces médicaments aideront les malades et les infirmes à guérir plus vite. Des soins médicaux pour tous les citoyens. Telle est la tâche prioritaire du gouvernement algérien. En réponse à une demande du gouvernement, des équipes médicales volontaires sont arrivées de nombreux pays, y compris les États-Unis. La région des montagnes de Kabylie a beaucoup souffert pendant la guerre. Aujourd'hui, dans le cadre d'un programme d'aide internationale, on a organisé un vaste projet de reboisement et d'industrie du bois. L'un des aspects de ce programme est la formation des jeunes. Des jeunes gens sont amenés de Constantina pour suivre un cours spécial de sylviculture qui va durer plusieurs semaines. Ils retournent ensuite chez eux pour superviser et former d'autres Algériens dans le domaine du travail forestier. Des vivres en provenance de nombreux pays viennent s'ajouter aux efforts du gouvernement qui combat la faim et le chômage par des projets de développement national. Les responsabilités d'une nouvelle nation
son dévouement à la paix et au bien-être de l'homme sont exprimés dans le discours que son Premier ministre prononce au nom du peuple algérien devant les Nations Unies. Monsieur le Président, Messieurs les délégués, il est, dans la vie des peuples, des heures où le destin s'arrête pour choisir son chemin. L'Algérie vit parmi vous ces heures-là. Le peuple algérien qui a connu, vécu et souffert bien des guerres veut de toutes ses forces contribuer à bâtir solidement les assises de la paix. En l'accueillant parmi vous, vous lui avez ainsi prouvé votre confiance. Vous lui avez du même coup reconnu des droits et des devoirs. Il sera jaloux des uns et prodigue des autres. C'est une main fraternelle qu'il vous tente aujourd'hui. Et c'est ensemble que nous devons rechercher à travers la vieille sagesse de nos peuples les moyens d'assurer aux générations à venir le seul héritage qui vaille pour l'humanité en péril, la paix des hommes de bonne volonté. Des Nations Unies, le Premier ministre Ben Bella s'est rendu à Washington sur l'invitation du président Kennedy. La rencontre des deux chefs d'État a souligné la dévotion de leurs peuples respectifs à la cause de la liberté. Lorsque le président Kennedy a accueilli le Premier ministre Ben Bella, il a évoqué la main de l'amitié que les Américains tendent à l'Algérie. Cette heure à laquelle le peuple algérien accède à son indépendance nationale, la création d'un grand et nouvel État représente la somme du dévouement et du courage du peuple algérien et de ses dirigeants au cours des nombreuses années. Je les félicite. Je les félicite en tant que président des États-Unis et je les félicite au nom du peuple américain. Nous aussi, nous avons lutté pour notre propre indépendance et il nous en a coûté bien des années de sang, de larmes, de travail et de persévérance. Mais finalement, nous avons acquis notre indépendance comme vous avez acquis la vôtre et nous l'avons maintenue comme vous maintiendrez la vôtre. C'est pour moi une satisfaction toute particulière que de saluer ainsi nos amis d'Algérie, car je me souviens de m'être exprimé au Sénat des États-Unis en faveur de l'indépendance de l'Algérie. Et maintenant, ce grand dessein est atteint. Nous vous souhaitons tout le succès possible. Et je tiens à vous assurer de notre sincère désir de coopérer avec vous et vos dirigeants en vue de la paix et de la prospérité pour le progrès de votre pays, du mien et de toute l'humanité.